Ouais, je me verrais pas faire autre chose et c'est un métier où quand je vais au travail, je me dis pas oh, je vais au travail. J'y vais vraiment pour vivre des moments de vie, pour vivre des moments intenses, des moments importants. Jeudi 11 mars 2021, j'ai interviewé Alison Dussur, éducatrice spécialisée travaillant en maison d'enfants. Son implication, sa bonne humeur et tous les moments de vie qu'elle a partagés m'ont beaucoup touché, particulièrement dans son contexte difficile puisqu'il s'agit d'enfants qui peuvent avoir subi des négligences ou de la maltraitance physique ou sexuelle. Nous avons passé 1h30 ensemble en direct où j'ai pu en apprendre plus sur son quotidien et sur ses émotions. J'espère que l'histoire d'Alison vous touchera aussi. Qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel? Alors moi du coup, je m'appelle Alison, j'ai 29 ans et actuellement je suis éducatrice spécialisée. Vas-y, raconte. Je vais enchaîner du coup sur mon parcours. Donc moi j'ai grandi dans le Vexin. Je suis partie en lycée général. Donc j'ai fait une STG qui n'existe plus, Sciences Technologies de la Gestion. Parce qu'en fait moi j'ai toujours su que je voulais être éducatrice spécialisée. Du coup je me préparais à passer le concours d'entrée à l'école d'éducatrice spécialisée à la fin de ma terminale. C'est un concours basé sur un écrit. Donc si on valide l'écrit, on peut passer à un oral. Et en fait à cet oral on présente un dossier qui parle de nous, notre implication, notre parcours personnel, notre famille, nos objectifs du coup en tant qu'éducateur spécialisé. Et voilà, on décrit un petit peu notre personnalité, qui on est vraiment. Donc c'est des concours assez pesants, assez chers. Et en termes d'école, il y en a pas des masses non plus. Donc moi j'ai la chance qu'il y en ait une à Cergy qui est pas très loin de chez moi. Donc finalement j'ai eu mon bac, je suis entrée à l'école d'éducateur spécialisé. Et moi je souhaitais le faire en apprentissage. Donc du coup, j'ai cherché un patron et en fait, je suis tombée sur, à l'époque, ça s'appelait le foyer départemental de l'enfance, qui accueille des enfants en fait placés en urgence. Donc on était leur premier apprenti. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans, du coup en parallèle des cours, voilà, de ma formation. Et j'ai fait 2 stages aussi au cours de ma formation. Un en CHRS, donc le CHRS, c'est avec des personnes du coup sans abri. Donc voilà, pour les gens qui connaissent peu les termes, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Okay. Et j'ai fait aussi un stage du coup à la maison départementale des personnes handicapées, donc qu'on appelle la MDPH, qu'à une époque on a appelé les cotorep, tout ça. Du coup, c'est sur l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap, donc que ce soit enfants ou adultes. En fait, dans la formation d'éducateur spécialisé, on est obligé de voir 3 champs: l'insertion, donc le CHRS, la protection de l'enfance, là où j'étais dans le foyer, et le handicap. Du coup, suite à mes 3 ans de formation, j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé. Après, moi, je voulais travailler dans l'insertion avec des adultes parce que ça m'avait beaucoup plu. Donc, j'ai travaillé dans un CHRS en CDI au Villageoise à Cergy pendant 1 an. Et après, je suis retournée à la protection de l'enfance. Donc là où je suis actuellement, depuis 2016 en CDD et 2017 en CDI. Donc je suis dans une maison d'enfants. C'est ce qu'avant on appelait les foyers, où il y a très longtemps, voilà, tout ce qui était orphelinat, tout ça, tout ça. Là, on appelle ça des maisons d'enfants. Donc on accueille 10 enfants qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. J'y suis actuellement depuis 2017 et pour l'instant, je compte y rester. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, le métier d'éducatrice spécialisée? Accompagner, parce qu'en fait, c'est aider les gens, pas faire pour eux, mais les aider. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai bien aimé faire. Voilà, partager des moments avec les gens, les aider quand je le peux. La communication, je suis quelqu'un qui communique beaucoup et j'aime beaucoup communiquer avec les autres. Il y a plein de façons de communiquer dans mon métier, que ce soit verbal ou non, d'échanger. C'est d'ailleurs la base de notre métier, en fait, d'éducateur spécialisé. On est obligé de communiquer avec les autres pour pouvoir les accompagner. Donc c'est surtout ça, ouais, le partage, la communication. Après, c'est vrai que moi, je communique énormément à travers l'humour. Voilà, ça fait partie, je pense, de ma posture d'éducateur. Parce qu'il n'y a pas un style d'éducateur. On peut être dans notre personnalité des personnes très variées. Nous, on est 6 éducateurs, mais on a des personnalités totalement différentes. Un éducateur, son outil de travail, c'est lui-même, en fait. Moi, mon outil de travail, je vais au travail avec Alison. Voilà, je ne pars pas avec une mallette, un ordinateur, j'y vais avec moi.
Et c'est vrai que mon outil, moi, de communication, c'est beaucoup passé par l'humour pour communiquer avec les jeunes. Et c'est vrai qu'on a eu des jeunes aussi avec du handicap, avec qui la communication verbale, elle n'est pas forcément requise. On peut discuter du coup, voilà, on peut échanger de manière non verbale. Et ça, j'ai dû l'apprendre et je l'utilise beaucoup. C'est quoi l'objectif d'une maison d'enfants? Alors, c'est souvent d'accueillir des enfants qui sont dans des situations compliquées, dues en fait à leur climat familial. Donc, nous, on a souvent des enfants qui sont victimes de négligence, de maltraitance physique ou sexuelle. Et en fait, notre but, c'est de les protéger. Nous, on est le service gardien. Donc, c'est-à-dire que le juge nous confie les enfants, nous, on les garde, on les surveille, on en prend soin, on les accompagne vers l'autonomie. On travaille avec les familles, mais ça dépend aussi de la maison d'enfants. Parce qu'en fait, c'est l'aide sociale à l'enfance qui travaille avec les familles. Une maison d'enfance, c'est ce qu'on appelait avant orphelinat? À une époque très ancienne où du coup c'était des enfants retirés à leurs parents. Après ça a été les foyers. Donc le terme foyer maintenant il est très peu utilisé. Donc on appelle ça chez nous on appelle ça des MEX, Ouais. des maisons d'enfants à caractère social. En fait il y a plusieurs types de placements en France. Donc souvent on parle des familles d'accueil et des foyers. Ouais. Donc des familles d'accueil maintenant ou les maisons d'enfants. Donc moi c'est dans une maison d'enfants et ce sont des enfants qui sont placés judiciairement. D'accord. En fait, les enfants peuvent être placés de deux façons. Administrativement, à la demande souvent du parent, où il est totalement en accord avec ce placement. Ça devient très peu courant, parce que maintenant, il y a des placements à domicile qui existent. Ça, c'est tout récent. Donc Ok. nous, on a ouvert un service il n'y a pas longtemps de placement à domicile, où en fait, c'est les éducateurs qui se déplacent au domicile des parents quand ils sont en difficulté, ou de façon judiciaire, c'est-à-dire ordonné par un juge. Du coup, c'est placé par le tribunal. Et là, nous, on n'accueille que des enfants sous placement judiciaire. Les placements judiciaires, il y en a quand même pas mal. Voilà, en France. Moi, je pensais pas avant de travailler dans le social qu'il y en avait autant. Ça veut dire qu'en France, il n'y a plus d'orphelinat ou de foyer? C'est des termes maintenant n'existent plus et ce ne sont que des maisons d'enfants maintenant, c'est ça l'idée? C'est ça. Alors, il y a les familles d'accueil, ça c'est toujours Ouais. d'actualité. Il y a des maisons d'enfants. Donc, les orphelinats, ça n'existe plus, hein. Déjà, des parents qui sont déchus de leur autorité parentale, ça, voilà, moi, j'en ai quasiment pas vu. D'accord. Même dans des cas de forte maltraitance. Ouais. Voilà, et les parents ont toujours l'autorité parentale sur leurs enfants. Là où j'ai fait mon apprentissage, en fait, maintenant ça s'appelle une MDE, Maison départementale de l'enfance, D'accord. qui accueille en fait, il y en a une dans chaque département. Hmm. Et ça accueille des enfants en urgence, en fait, lorsqu'il y a des placements, on va dire, violents. Souvent, c'est D'accord, des ouais. enfants qui sont très maltraités, ou alors pour qui il n'y a pas encore de lieu de placement. Ok. Et là, par contre, il y a aussi des enfants qui sont nés sous X. Il y a une pouponnière avec des enfants qui sont à l'adoption. Dans le chat, on me demande l'âge des enfants. Ils ont quel âge à peu près? Alors, ceux que j'accueille là sur la maison, ils ont le plus jeune à 4 ans et la plus grande à 14 ans. Ok. Et t'en as combien du coup dans cette maison? Pour avoir un ordre d'idée. 10. Nous, on a 10 places. D'accord. Ah ok. On a vraiment 10 places. Après, dans les maisons d'enfants en général, ça varie, hein. Nous, on est une petite maison d'enfants. Ok. Il y a des maisons d'enfants où il peut y avoir 30 enfants sur plusieurs tranches d'âge. Et nous, on est vraiment une petite maison avec 10 enfants et 6 éducateurs. Et C'est combien de ça, temps on ils restent protège les enfants. dans cette maison? Alors, ça peut varier, tout dépend des situations. Il y a des situations qui se règlent très facilement. Ouais. Donc des enfants qui restent que quelques mois. Et là, on a des enfants qui restent plusieurs années. Rarement au-delà de 12 ans. Après, ils sont orientés ailleurs. Parce qu'en fait, D'accord. on a des tranches d'âge prévues. Dès que les Ok. enfants grandissent et qu'ils dépassent l'âge, et ben, ils sont orientés ailleurs. Ou alors, si leur situation évolue et que le foyer, ça leur convient plus, la maison d'enfants, on peut les orienter en famille d'accueil ou autre. Donc là, on en a un, je crois que ça fait presque 6 ans qu'il est avec nous. Hmm. Et c'est le plus ancien. Concrètement, ça veut dire quoi communiquer avec des enfants dans une maison d'enfants? Eh ben en fait, moi au début, c'est vrai que c'est un public vers lequel je me suis pas tournée. Communiquer avec des enfants, je pensais que c'était très limité. Voilà, parce que le fait qu'ils soient petits, que les sujets étaient très limités, que la façon de communiquer, voilà, ça allait être des petites bagarres d'enfants, des choses vraiment basiques. Et en fait, non, ça s'avère beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais de communiquer avec eux. Parce qu'en fait, les enfants sont très, en tout cas les petits, moi je les trouve très empathiques. Donc ma façon dont je vais communiquer avec eux, le ton que je vais employer, les mots que je vais dire, ça peut les toucher d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que j'utilise de la communication non verbale. Des fois maintenant, à force de les connaître, ils savent qu'avec un haussement de sourcils, voilà, quand ils font des bêtises, on communique. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit ou des choses comme ça. Et il faut aussi dans cette communication que j'adapte mon langage pour qu'ils puissent le comprendre, voilà, que ce soit adapté pour des petits. Surtout dans cette communication que je les laisse parler. Parce que c'est vrai que comme ils sont petits, c'est quelque chose que j'ai observé aussi auprès de collègues du coup qui venaient se former avec nous.
Le fait de quand un enfant commence une phrase, des fois, bon, ils ont du mal à articuler, c'est pas très très clair, mais de les laisser parler, sans forcément questionner quand ils parlent, les laisser communiquer, 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 pour pouvoir qu'ils puissent s'exprimer et que je puisse entendre en fait ce qu'ils disent. Et aussi avec les enfants, c'est l'imagination dans la communication qui peut poser souci. Parce que nous, c'est vrai qu'on a les enfants, quand on communique avec eux, c'est pour qu'ils nous partagent leurs besoins, mais aussi des fois leur histoire, en fait, ce qui leur est arrivé, parce que des fois on accueille des enfants. On a un premier rapport en fait qui nous dit oui, l'enfant, voilà, il a été signalé que l'enfant a subi ça ou on a des inquiétudes pour ça. Mais c'est nous le lieu de placement et que l'enfant va peut-être pouvoir raconter des choses. Donc c'est vrai que cette communication, elle est très technique parce que voilà, par exemple, il y a des enfants, ils ont une altercation et moi je leur demande qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et sans forcément reformuler. Ça par contre, je reformule pas parce que si je reformule, l'enfant va dire oui c'est ça, alors qu'en fait c'est pas ça. Donc, et ça, c'est des petites choses que j'ai appris en fait en formation et au fil de ma pratique. Parce que du coup, en reformulant, peut-être que j'allais interpréter la parole de l'enfant et du coup lui porter préjudice dans le suite de son placement. Ok, donc l'interprétation, c'est le danger finalement dans la communication pour toi. Oui, pour moi, c'est le danger parce que c'est vrai que les paroles que l'enfant va me confier, je vais devoir les transmettre à mes collègues, D'accord. à l'ASE si c'est inquiétant. Et si ça a été reformulé de, voilà, de la mauvaise manière et que c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça peut être assez inquiétant. Surtout que nous, là, on a eu fréquemment ces dernières années des enquêtes auprès voilà, de parents qui ont abusé de leurs enfants, où les enfants ont pu nous confier du coup avec leurs mots d'enfant ce qu'ils ont vécu. Et nous, à faire très attention à ne pas le reformuler avec nos mots d'adultes, parce que du coup, on va peut-être interpréter des gestes qui se sont produits. Voilà, si l'enfant nous dit oui, un mot, voilà, par exemple, si on parle de gestes déplacés, de toucher, de zizi dans la bouche, de choses comme ça, il faut pas que moi j'utilise des mots comme fellation, c'est peut-être pas du tout ce qui s'est passé. L'enfant, quand il va en reparler, il va dire non, j'ai fait un bisou, je l'ai pas mis dans ma bouche, par exemple. D'accord. Voilà, faut adapter voilà notre langage et notre compréhension des choses. Donc ça, tu dois le retransmettre. Donc j'imagine que ce sont des rapports ou des choses que tu dois décrire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, on a des rapports. En fait, nous, voilà, on a des comptes à rendre auprès de l'aide sociale à l'enfance sur comment ça se passe pour les enfants dans la maison d'enfants au quotidien. D'accord. Et en plus, normalement, les enfants sont placés pour une durée que le juge va donner. Donc, ça peut être des 6 mois, un an. C'est rarement au-delà d'un an. Nous, tous les ans, on a des audiences en général. On doit repasser devant le juge avec l'enfant. Donc, les parents sont là, ils évoquent la situation, on voit où est-ce qu'on en est qu'on maintient le placement ou non Hmm. de l'enfant. Et du coup, nous, on doit avoir, avant tout ça, avant ce rendez-vous avec le juge, on doit avoir transmis un rapport et où on évoque le quotidien de l'enfant. D'accord. Comment ça se passe sur la maison, comment ça se passe avec les autres enfants, comment ça se passe avec les adultes, comment ça se passe à l'école, l'hygiène, la santé, ce genre de choses. Ça peut être de très très gros rapports qui font de nombreuses pages. Une réaction de Minouche qui nous dit ça doit être dur à vivre au quotidien cette souffrance. C'est souvent ce qu'on me renvoie. Moi, on me dit tout le temps quand je dis je suis éducatrice spécialisée, je m'occupe d'enfants voilà, qu'on subit des choses ou on me dit souvent oula, enfin, ça doit être dur et tout. Et en fait, au quotidien, moi, je trouve pas. Parce Ouais. qu'en fait, on est vraiment dans du quotidien. Donc, les quotidiens, c'est pas toujours reparler de leur souffrance, de ce qu'ils ont vécu et tout ça. C'est aussi des moments de rire, c'est des moments de joie, c'est ça, pas du tout. Surtout qu'en ce moment-là, c'est vrai que sur le groupe que j'accompagne, on a un groupe plutôt calme où on a des enfants qui expriment rarement dans la violence ou dans l'agressivité leur souffrance. Donc c'est vrai qu'on a des moments de convivialité, de partage qui sont très très agréables en tant que voilà en tant que personne. D'accord. Je rigole bien avec les enfants. À chaque fois que j'y vais, j'ai pas du tout la boule au ventre. Est-ce que le Covid a impacté ton travail d'une manière particulière avec les enfants? Ah oui, bah nous on craignait beaucoup que ce soit très compliqué pour eux parce que 10 enfants dans une maison confinée, les pauvres. Hmm. Voilà, c'est très très dur. Donc du coup on a dû s'adapter, trouver voilà des activités à faire dans la maison, essayer que chacun ait un espace en fait, que ce soit pas trop on est les uns sur les autres et c'est horrible. Il y a aussi devoir gérer le fait qu'ils voient moins leurs parents parce que il y a des enfants qui ont des droits, donc ils voient leurs parents au week-end ou en visite. Et là, du coup, avec le Covid, il y a beaucoup de visites qui ont sauté, beaucoup de week-ends qui ont été zappés. Donc, c'était très dur à vivre pour les enfants. D'accord. Donc, on s'est adapté. On a organisé des WhatsApp, donc des visios avec les parents. Donc, ça, les parents Hmm. étaient très contents, les enfants aussi.
Les rendez-vous, parce que les enfants chez nous ont quasiment tous des suivis. Donc psychologue, bon surtout le psychologue maintenant on le fait en visio. Ça marche plutôt bien parce que avec des enfants tout petits on avait un petit peu peur Ouais. et ça marche bien. Donc en fait on s'est adapté et finalement il y en a qui ont beaucoup progressé pendant cette période. Le fait de pas être à l'école, de travailler au quotidien avec eux, il y en a qui ont monté en flèche en termes d'autonomie. C'était vraiment très impressionnant. Donc du coup, ces enfants-là, ils sont scolarisés de manière tout à fait normale au final. Oui, 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 ils sont scolarisés de manière normale. En fait, nous, on les a mis dans des écoles différentes pour pas que ça fasse dans une même école les enfants du foyer. Voilà. Mhm. Il y en a un qui est en CLIS ou en milice. Voilà, ça. Il y en a qui sont en SECPA. On s'adapte aussi à leur niveau et à leurs besoins. Mais D'accord. ils sont totalement scolarisés comme n'importe quel enfant. Voilà, le matin, on les emmène à l'école. Le soir, on va les chercher. Et la question que je me pose, c'est que une maison d'enfants, doit falloir les surveiller la nuit, j'imagine. Et Ah donc, oui, c'est parce que j'ai pas parlé de toute l'équipe en fait avec qui je travaille. d'accord. Donc toi, en fait, tu es éducatrice de jour, j'imagine? Alors en fait non, ça fonctionne pas comme ça. Alors à une époque, il y avait des éducateurs qui faisaient les nuits. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Là, on a des veilleurs nous la nuit. D'accord. Donc en fait, je vais te faire un petit pour tout le monde du coup un petit topo. Moi, j'ai une direction, j'ai un chef de service, Ouais. j'ai une secrétaire qui est présente sur, en tout cas sur mon lieu, parce qu'en fait, on est une grosse fondation là où je travaille. On a plusieurs maisons d'enfants, différents types de structures sur plusieurs départements. Et là où moi je travaille, en tout cas, on a la journée. Il y a un chef de service, une secrétaire, deux maîtresses de maison et six éducateurs. Et le soir arrivant, c'est des veilleurs de nuit qui viennent prendre le relais. Donc la nuit, il y a un veilleur qui surveille les enfants la nuit et le matin, bah, il part quand nous arrivons. Pourrais-tu nous décrire ta journée d'hier où tu as fait ton rôle d'éducatrice spécialisée? Alors moi, du coup, ma dernière journée, c'était un dimanche. Le week-end, c'est totalement différent, du coup, parce que le week-end, les enfants sont avec nous. Alors, faut savoir que nous, on a des horaires, du coup, c'est très variable, hein. On travaille soit le matin, soit le soir, les week-ends, les jours fériés. En fait, on fonctionne par cycle, un peu comme dans les hôpitaux. Donc, on a des cycles de 6 semaines avec un planning qui tourne, qui tourne, qui tourne. Le dimanche matin, l'éducateur, il arrive à 8 heures. Il prend le relais du veilleur, qui lui, bah, du coup, s'en va. À 8 heures, en général, sont réveillés les pipis, ceux qui ont fait pipi au lit. Donc, on en a quand même pas mal, hein. On en a 4-5. Donc, c'est la douche. Chacun va à la douche. Ensuite, vers 9 heures, ils commencent à tous se réveiller. Donc, moi, je suis une grande amatrice de petit déjeuner devant la télé. Voilà, le matin, du coup, c'est vrai qu'on se met tous devant la télé, on prépare des petites tartines et puis on regarde les dessins animés. Ouais. Puis voilà, c'est un moment très convivial. Ça peut durer jusqu'à 10 heures parce qu'on a des enfants qui se lèvent très tard. En général, on en a deux marmottes qui se lèvent à 10 heures tranquillement. Après, du coup, c'est le moment de ceux qui n'ont pas pris leur douche, ils prennent leur douche, ils rangent leur chambre. Voilà, c'est vraiment du quotidien. Après, je les aide à ranger leur chambre. On fait un petit peu de ménage dans la maison. Ensuite, on fait une activité. Souvent, c'est une activité manuelle parce qu'ils aiment bien. On a un groupe qui aime beaucoup. Et puis avec le temps, on pouvait pas trop les sortir le matin, mais il arrive que le matin, on aille dans le parc, en fait, parce qu'on est juste à côté d'un parc. Donc c'est assez sympa. Ensuite, on prépare le repas du midi. Donc c'est vrai que ce qui est plutôt sympa, c'est que les enfants m'aident à préparer le repas parce que je suis pas une grande cuisinière. Donc on prépare le repas souvent ensemble, en fait, avec les enfants. Ils me disent ce qu'ils veulent manger et tout, et du coup je gère le repas. Donc il faut savoir que le dimanche matin, l'éducateur est seul du coup, D'accord. avec tout le groupe d'enfants. D'accord. Donc voilà, en général, un week-end sur deux, il y a les 10 enfants qui sont là. L'autre week-end, en fait, les enfants sont en hébergement, donc on en a la moitié qui est là. Donc on tourne qu'à 5 enfants. Ok. Donc c'est des week-ends un peu sympas. C'est vrai qu'à 10, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les bagarres. Donc le dimanche d'avant, c'était que j'ai droit à une petite bagarre parce que une petite fille a traité l'autre de sorcière. Donc du coup, l'autre, pour se venger, a renversé toutes ses perles. Enfin voilà, c'est des bagarres d'enfants, vraiment. Mais bon, qu'il faut quand même gérer parce qu'après, ça finit en crépage de chignon. Donc voilà, c'est plutôt des moments où voilà, moi je cours un peu le dimanche matin. Parce Ouais. qu'après le petit déjeuner, par contre, vu qu'ils sont tous sur une activité ou ranger leur chambre, l'éducateur il court et il les surveille aussi. Parce que comme on a des enfants qui ont subi des agressions, des attouchements sexuels, ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont subi. Donc entre eux. Donc du coup, on est assez vigilant à ça. D'accord. Donc il y a des règles assez strictes, c'est-à-dire que comme on a peu de chambres individuelles, ça faut savoir, j'ai vu rarement des foyers où les enfants avaient des chambres individuelles. Nous, on doit en avoir deux chambres individuelles sur les 10 enfants. Les autres, ils doivent partager leur chambre.
Donc c'est des grandes chambres, hein, c'est très spacieux, donc mais du coup on les surveille quand même, on veut que tout se passe bien. D'accord. Donc voilà, après on mange tous ensemble. Ensuite c'est un temps calme parce qu'il y a des enfants qui à un moment faisaient encore la sieste, d'autres qui ont besoin d'être un peu seuls, isolés du groupe parce que à 10 après un repas où ils ont tous voilà, pendant le repas, tout le monde parle, tout le monde rigole, voilà, c'est des moments. Puis il faut les accompagner au repas parce qu'on en a des 4 ans, il y en a qui ont du mal à manger tout seuls, ils en mettent partout, voilà. Et ensuite, il y a oui, le temps calme, qui est aussi notre temps à nous pour faire des transmissions. Où moi, du coup, bah, si c'est moi qui ai travaillé le matin, je raconte. Bah, là, je racontais ma journée. Il s'est passé ça ce matin, tel enfant s'est battu, voilà, tout ce qui a bien pu se passer, tel enfant a fait pipi, euh, on a joué, ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. Et à 14h, mon collègue arrive pour prendre le relais. Donc du coup, c'est plutôt un moment d'échange avec mon collègue, je raconte ce qui s'est passé, s'il y a des enfants de punis, parce que voilà, il peut y avoir des punis qui sont punis le soir, parce que les enfants, leur truc, c'est la veillée. Mais ça, j'y viendrai après. Donc du Ouais. coup, si c'est moi qui ai commencé à 14h, je prends le relais avec mon collègue, et après on enchaîne aussi sur des activités le dimanche après-midi. On essaie de les sortir, soit parce qu'on est deux le dimanche après-midi, donc on peut diviser le groupe. Donc c'est-à-dire qu'on peut emmener les grands faire une activité, les petits une autre. D'accord. Parce que l'écart d'âge aussi, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, après, souvent le soir, on vérifie bien que tous les devoirs ont été faits, qu'il n'y a pas de mots à signer. Vraiment dans, comment dire, je dirais pas dans une famille lambda parce qu'on n'est pas une famille, mais vraiment une organisation de vie qui pourrait être comme quand ils sont chez eux, où ils, voilà, ils doivent checker toutes leurs affaires pour le lendemain matin. Donc on prépare les habits pour qu'ils soient tout beaux pour le lundi matin. Hmm. Après, du coup, il y a les petites douches. Ceux qui n'ont pas pris de douche le matin, ils prennent une douche le soir. Donc là aussi, on doit les accompagner aux douches. Et après, ben, on mange et une petite veillée. Et après, la veillée, ça dépend des enfants. Il y en a qui vont vouloir télé, il y en a avec qui on va faire des jeux de société. Il y en a avec qui vont préférer des contes. Souvent, les petits, c'est vrai qu'ils adorent les contes, donc on fait des contes. Et après, chaque groupe se couche en fonction de sa tranche d'âge. D'accord. Donc les petits vont se coucher souvent aux alentours de 20 heures. Après, on va enchaîner avec les plus grands. Parce qu'on a trois groupes en fait le soir. On a le groupe été, printemps et hiver. Donc, c'est les noms qu'on leur a donnés. Et en fait, c'est en fonction de leur tranche d'âge, mais aussi en fonction de leur développement. On a des enfants qui peuvent être très grands, mais vont être mieux avec le groupe des moyens parce qu'il y a souvent une déficience ou une problématique. Donc D'accord. voilà, après, c'est les accompagner au moment du coucher, des moments qui sont souvent avec le groupe que j'ai actuellement qui sont assez agréables parce que j'ai eu des enfants qui avaient des difficultés à s'endormir du fait de voilà de leur traumatisme, de cauchemars, de choses comme ça. Là, j'ai un groupe où c'est plutôt les bêtises, c'est de demander 15 fois à aller faire pipi ou de parler beaucoup dans leur chambre, mais ça reste voilà, ça reste pas très difficile quoi. On arrive à gérer. Ça marche. Et souvent il y a un éducateur qui part à 21h et un autre qui part à 22h quand le veilleur arrive. On passe à l'interview émotion, le quart d'heure émotion. Première question, c'est quoi pour toi un moment de grande joie, de fierté, hein, vraiment un moment de, un truc qui s'est particulièrement bien passé que tu peux nous raconter? Bah en fait, je fais un travail même s'il peut paraître difficile, qui est un travail que je trouve rempli de joie en fait. C'est vrai que j'ai pas des grands moments de joie. C'est-à-dire que le dernier moment de joie que je me rappelle, c'est un moment du quotidien mais qui m'a rendu tellement fière. J'étais voilà, j'accompagne un enfant qui quand il est arrivé chez nous en fait a des troubles neurologiques. Donc il a 4 ans et il marchait pas tout seul, il mangeait pas tout seul, il parlait pas, voilà, quasiment pas. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin avec lui. Donc maintenant, voilà, il marche, il parle un petit peu, il se débrouille bien. Et en fait, il a des gros pieds. C'est important à signaler parce que pour la suite, c'est rigolo. Il a des gros pieds du fait bah, du coup qu'il a eu des plâtres et tout ça. Et en fait, ça fait quelques temps que je travaille avec lui, le fait de s'habiller tout seul et notamment d'arriver à mettre le bas de son pantalon. Et il y a un matin où je le laisse dans la salle de bain et j'entends qu'il m'appelle et j'arrive en courant et tout. Et en fait, c'était juste pour me dire qu'il avait réussi à mettre son pantalon tout seul. Et j'étais tellement fière, mais comme si voilà, on avait gagné un truc de ouf, quoi. Donc c'était un moment pour moi qui était vraiment très très bien, tellement que j'en ai envoyé des messages à mes collègues pour leur raconter. Comment ils ont réagi? Ah bah ils ont rigolé, ils ont rigolé, mais ils étaient fiers avec moi, c'était ça qui était. On était trop contents pour lui. C'est des petites victoires en fait du Ouais, quotidien et je me rends compte que c'est ce qui me fait aimer ce métier en fait, parce que des fois d'accord. c'est des trucs qui peuvent paraître
Mais je suis trop contente pour les enfants, c'est des moments sympas. Ouais, c'est de les voir évoluer, de les voir progresser, et de voir que C'est ça. t'as un petit peu participé à ça. Exactement, surtout que c'est un métier où souvent tu vois pas le résultat de ton travail tout de suite. En fait, ça prend des mois, ça peut prendre Ouais, des années. Et c'est vrai que au fil du temps, quand tu te remémores en fait quand ils sont arrivés ou il y a quelques semaines auparavant encore, tu te dis waouh, voilà, je suis vraiment heureux pour eux. En fait, c'est vraiment ça, quoi, me dire que voilà, ils grandissent très bien. hmm. Ah, c'est cool. Trop cool. Merci pour ton partage. Alors maintenant, on va passer à un moment de peur, un gros stress que tu as eu, un truc qui t'a fait flipper. Ce serait quoi, un souvenir? Euh, un souvenir, alors quand je travaillais à la MDE, c'est la maison départementale de l'enfance en fait. Chaque D'accord. département a une MDE. En fait, c'est un foyer d'accueil d'urgence qui doit accueillir tous les enfants. Voilà, si les enfants, voilà, maltraitance, l'enfant est à l'hôpital parce que voilà, il a eu des maltraitances et qu'il n'y a pas encore de lieu de placement, on va l'envoyer à la MDE. Et la D'accord. MDE doit les accueillir. C'est D'accord. des petites unités de vie. Donc c'est là où je disais qu'il y avait la pouponnière avec les enfants des sous-X, mais il y a aussi des bébés maltraités ou, euh, ou négligés. Il y a une unité des petits, c'est là où moi je travaillais. Ensuite, il y avait une unité des garçons-filles, une unité des adolescents-filles, pardon, oui, et des adolescents garçons. D'accord. Donc voilà, c'est divisé en des petits pavillons, en tout cas celle de Cergy. Le foyer d'accueil d'urgence, c'était un endroit vraiment assez violent, très violent, où même en tant qu'apprenti, je travaillais seule. Je sais que ça a changé ces dernières années, mais à cette époque-là, bah, tellement que j'en ai fait mon mémoire en fait d'éducateur sur la violence. Voilà, parce que là-bas, c'était vraiment tout le temps un truc de fou. Et en fait, on accueillait des enfants et des enfants assez violents. Et on avait un enfant qui se faisait beaucoup maltraiter par le groupe. C'était vraiment très très impressionnant. Euh, le groupe le maltraitait énormément. Et il avait dans sa posture aussi, à lui, il suscitait quelque chose chez les autres enfants qui l'incitaient à le maltraiter. C'était vraiment très très impressionnant. Et un jour, j'étais seule et je voyais les enfants étaient dehors, chacun était dans leur chambre. Et j'entendais qu'on appelait son prénom. Les garçons, ils étaient en fait devant la fenêtre au rez-de-chaussée, dehors, en train de l'appeler. Ils appelaient son prénom. J'ai couru tellement vite parce que le temps que j'arrive enfin, il était la fenêtre grande ouverte. Et en fait, il l'appelait pour qu'il se jette du deuxième étage Hmm. par la fenêtre. Et je l'ai attrapé par son pull pour le tirer à l'intérieur. Mais j'ai eu tellement peur. Vraiment, ça s'est joué à quelques secondes qu'il se jette par la fenêtre et que ce soit une catastrophe. Wow. Donc c'est vraiment un moment où je crois que je me rappellerai toujours parce que je crois que j'ai jamais couru aussi vite. Et maintenant, voilà, je me dis, ouf, c'était la folie, vraiment la folie. D'accord. Ok. Donc du coup, maintenant, t'es plus du tout dans ce type d'environnement. Non, en fait, quand je suis pas restée à la MDE parce qu'on m'a proposé de rester hein, après mon diplôme, mais j'en pouvais plus de cette violence. En fait, je D'accord. pense que j'avais besoin de prendre vraiment du recul. Et là, je suis dans une maison d'enfants où déjà, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et où je me sens vraiment plus détendue, plus. Là-bas, c'était vraiment à chaque fois que j'y allais, je me savais que j'y allais. J'ai eu un coup de fracturé, j'ai eu une côte pétée, parce que c'était soit altercation avec les enfants, soit les enfants qui se battent entre eux. C'était vraiment un environnement très très violent. Donc si c'est départemental, ça veut dire qu'il y a de nombreux lieux comme ça en France, Oui, avec beaucoup de violence. avec beaucoup de violence. Après, ça dépend des départements. Ouais, Et c'est puis vrai. c'est vrai qu'il y a eu, ça dépend aussi de la direction. Moi, je suis D'accord. arrivée à un moment où la direction c'était très très compliqué. Hmm. Vraiment, ça se passait pas bien du tout. On était tout le temps en sous-effectif. C'était vraiment, vraiment très, très dur. Donc, je sais qu'après, il y a eu, voilà, le département a pris les choses en main. Il y a eu des changements. Mais c'est vrai à l'époque où moi j'y étais, c'était très, très inquiétant. Après la peur, maintenant, on va parler de la colère. Un truc qui t'a vraiment beaucoup énervé. Ce serait quoi? En fait, la colère que je ressens souvent dans mon travail, c'est vis-à-vis des institutions. Que ce soit vis-à-vis, voilà, de l'école. Souvent, on entre en conflit avec l'école, faut le dire, parce que c'est vrai que on accueille des enfants quand même qui ont des profils particuliers. Il y en a qui ont été déscolarisés longtemps, il y en a d'autres qui ont un rapport à l'école qui est très difficile. Et le système scolaire en France s'adapte quand même très difficilement à ce genre d'enfants. Donc souvent, on entre en difficulté avec les professeurs ou on est en désaccord. Donc du coup, le moment de colère où je me rappellerai, c'était du coup un jeune garçon que j'accompagne, celui dont je parlais, qui parle pas beaucoup, qui est scolarisé,
voilà, et avec qui on a eu du mal à l'école. Et c'est vrai que la maîtresse a beaucoup d'enfants. Donc gérer un enfant comme lui, c'est un petit peu compliqué. Il n'est pas du tout violent, mais c'est vrai que du coup, il demande quand même une petite vigilance. Il a un moyen de communiquer qui passe beaucoup par le. Au début, il attrapait beaucoup les enfants pour communiquer avec eux parce que du coup, il ne pouvait pas leur parler. Et en fait, régulièrement, ces derniers temps, il nous revenait avec le visage tuméfié, en fait griffé par les autres enfants, notamment un autre enfant qui s'en prenait à lui. Et on signalait beaucoup à la maîtresse, qu'est-ce qui se passe? Elle disait oui, mais il est compliqué, il est compliqué. Oui, mais quand même, nous, on l'a sur la maison, on sait qu'il est compliqué, mais ça va, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il va pas s'exprimer tout de suite. Des fois, il a besoin qu'on l'aide à mettre son pull à l'endroit, enfin des trucs très basiques, hein. Et il revenait vraiment avec des plaies ouvertes sur le visage. Et un jour, elle l'accompagne jusqu'à la porte, elle me le tend et elle me dit voilà, au revoir, et elle me le tend. Voilà, et je pense qu'elle s'est dit que j'allais partir, que j'allais pas faire attention. Et en fait, lui, il me dit et je regarde, il avait tout ça ouvert. Je dis à la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et elle me dit ah oui, j'ai dit aux parents de couper les ongles de leurs enfants. Du coup, j'étais très énervée. Ouais. C'était vraiment un moment, voilà. Dernièrement, c'est le dernier truc qui m'a énervée, c'est quoi cette réponse, quoi? Mais parce que je pense elle est dépassée. Mais nous, on est très énervés vis-à-vis de ça. Et puis après, oui, il y a aussi cet énervement vis-à-vis au sens large des institutions quand on voit que les choses n'avancent pas. J'ai des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis mai. Voilà, il n'y a pas pu avoir de rencontre entre l'aide sociale à l'enfance et le parent. Du coup, ça fait des enfants qui sont très tristes. Ça nous met très en colère pour eux, quoi. Hmm. C'est quoi? C'est un sentiment un peu d'injustice par rapport à ces enfants? C'est ça. Ouais. C'est pas juste. En plus, c'est vrai qu'on a des enfants peuvent avoir des situations qui sont. Voilà, on n'a pas que des enfants qui sont maltraités. On a Ouais, aussi des familles qui sont en difficulté. On a beaucoup de mères seules. d'accord. Donc voilà, là même pendant une grande période, on n'avait aucun père de présent. Donc des femmes seules qui se trouvent démunies. Donc voilà, on a des femmes à la rue et du coup qui ont des difficultés à s'occuper de leurs enfants, mais que c'est pas forcément de leur fait, c'est la vie, les choses qui se passent dans la vie, Ouais. les maladies, les séparations, les violences conjugales, on a eu tout ça. Mhm. Et c'est vrai que c'est assez injuste parce que du coup, la situation n'avance pas, mais parce que le parent n'arrive pas à trouver de logement adapté. Enfin, des choses vraiment qui sont très difficiles à comprendre et qui sont du coup difficiles à comprendre pour l'enfant. Pour lui, Ok. c'est injuste. Ouais. Alors, ma dernière émotion, on va parler maintenant de tristesse. Un truc qui t'a beaucoup attristé, un truc, une déception. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas une personnalité triste. Voilà, je suis quelqu'un, quand je travaille, voilà, j'ai bien rigolé. Je suis pas quelqu'un qui va être triste, même pour les enfants. Voilà, quand je vois qu'il y a des choses je vais pas être triste, je vais être là, allez, on passe à autre chose, allez, la vie continue, on fait d'autres choses, on va de l'avant. Après, c'est vrai que des fois, j'ai des situations où les enfants me touchent quand même, hein. On a accueilli un jeune où, voilà, sa mère le laissait complètement, voilà, n'y prêtait pas attention, elle s'occupait pas de lui, elle n'était pas présente. Et il avait organisé une brocante. Et sa mère lui avait dit, je viendrai. On se doutait qu'elle viendrait pas, hein. On le savait, mais lui, il avait espoir. Parce que les enfants, voilà, dans nos institutions, ils aiment tous leurs parents, quand bien même ils les ont maltraités. Ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de leurs parents, c'est leurs parents. Ouais. Et du coup, il prépare cette brocante. Il nous avait demandé, voilà, de lui ramener des choses pour qu'il puisse les vendre à la brocante. Il était très motivé. 2 semaines avant la brocante, la mère commence à plus donner de nouvelles. Et à ce matin-là où je suis arrivée, il s'était levé à 7 heures parce qu'il fallait être en avance à la brocante. Et je suis arrivée à 8 heures et il était toujours là, assis sur son lit, en train d'attendre sa mère qui n'est jamais venue. Hmm. Donc du coup, bon après bien sûr il a explosé, il a voulu tout casser, taper les autres enfants, mais parce qu'il était en grande souffrance. Et même moi à ce moment-là j'étais tellement triste pour lui parce que ouais, j'avais de la tristesse. Ça m'a touchée, je me suis dit et même la violence qu'il nous a renvoyée, je la comprenais, c'était très injuste pour lui. Hmm. Et du coup ça m'a rendu triste. C'est vrai que c'est. Et puis il y a une autre fois aussi là où je me suis vraiment questionnée sur notre place d'éducateur, où on a un enfant qui est parti, voilà, il a été exclu pour un motif, voilà, qu'il aurait agressé un autre enfant de manière sexuelle. Donc l'institution a fait le choix de le renvoyer. Et c'était très dur parce que cet enfant du coup niait les choses. Voilà, il n'y avait pas de témoin, il y avait juste la parole des deux enfants. Et lui dire au revoir parce que lui pleurait beaucoup. Et et puis il y avait aussi voilà, ce côté où où on le questionnait, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et ça m'a rendu très triste, surtout que juste après, en fait, quelques temps après son départ, l'autre enfant a avoué avoir menti. Donc l'autre enfant a été exclu.
a beaucoup pleuré, a été accusé de choses très dures. Et moi, ça m'a fait rendu très triste. Et encore plus après avoir su qu'en fait, c'était vraiment pas vrai, même si je m'en doutais. Mais merci pour tous ces partages. Mais c'est vrai que là, avoir ces histoires-là, moi, ça me touche aussi, hein. Non, mais ça me fait plaisir de partager parce que c'est pas un métier connu. Moi, maintenant, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Ouais, Et c'est vrai que nous, on a de plus en plus de mal à recruter. ouais. Voilà. On a beaucoup de stagiaires sur le carreau, mais on n'a personne qui veut venir travailler. Alors que c'est un métier extrêmement riche et que moi, j'affectionne beaucoup, même s'il y a des moments, voilà, de colère, de tristesse. C'est un métier qui me renvoie beaucoup de choses. Et positif, en fait, c'est un métier que voilà, je me verrais pas faire autre chose. Et c'est un métier où quand je vais au travail, je me dis pas, oh, je vais au travail. J'y vais vraiment pour vivre des moments de vie, pour vivre des moments intenses, des moments importants. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à recruter, hein. C'est très très dur. Pour quelle raison ça intéresse pas? Est-ce que c'est le salaire? Exactement. Le social, ça paye pas. c'est Ouais, c'est triste, hein, mais c'est ça, en fait. C'est le salaire, les horaires. Nous, les mots qui laissent tourner, c'est que c'est plus intéressant de bosser dans le handicap. Dans ouais, le handicap, il y a de l'argent, voilà. d'accord, On est bien payé et c'est souvent des horaires de journée parce d'accord. que c'est des IME, donc c'est des écoles pour enfants handicapés. C'est des horaires assez cool et il y a un bon salaire. Le problème de la protection de l'enfance, c'est qu'il y a quand même pas mal d'internats. Donc l'internat, ce qui veut dire que la vie de famille, c'est compliqué. Voilà, moi, il y a des soirées, je finis à 22h. Il y a des week-ends, je travaille. Donc il y a des week-ends, mes potes, ils font soirée. Moi, je finis à 22h. Je fais un 14-22 ou 11-21. Bah, mon week-end, il y passe. Les fêtes aussi. Je peux travailler à Noël et au Nouvel An. En fait, c'est un métier qu'on fait par conviction, mais Ouais. surtout pas pour se faire de l'argent, ça c'est sûr. Et alors l'insertion, j'en parle même pas. J'ai jamais été aussi mal payée qu'en insertion. J'étais encore moins bien payée qu'en apprentissage. D'accord. Parce que c'est vraiment le parent pauvre du social, l'insertion. Il y a très peu de budget. En fait, c'est des financements d'État qui sont... Voilà, c'est vraiment très très difficile. Pour bien comprendre, l'insertion, c'est l'insertion de personnes qui sont, enfin, moi, ce que j'ai en tête, c'est les gens qui sont à la rue. C'est Mm. ça ou il y a aussi d'autres types d'insertion? Bah, il y a l'insertion. Moi, quand j'ai travaillé en CHRS, je m'occupais des personnes qui étaient à la rue, du coup, qui étaient dans un centre d'hébergement. Ouais. Mais dans l'insertion, il y a aussi, je m'occupais aussi de 15 hommes seuls sans papier. Mhm. Donc, à la rue, il y a plusieurs profils. Il y a ce qu'on pourrait appeler un SDF, comme un sans-papier. Ouais. D'accord. Il y a aussi les foyers de jeunes travailleurs, c'est de l'insertion. Ok. Donc, c'est pour des jeunes du coup, qui débutent. Ça, c'est de l'insertion. Après, il y a des choses qui sont un peu entre deux. Il y a vraiment tout ce qui est insertion en termes, voilà, on fait des ateliers auprès d'adolescents aussi. Ça peut être considéré comme de l'insertion. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas du tout financé. C'est du budget. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Moi qui venais de la protection de l'enfance et en plus dans la fonction publique, basculer dans de l'insertion. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'était une catastrophe. Trouver des aides pour des gens qui n'ont rien, c'est très dur. C'est très très dur. Bah, en fait, l'État finance beaucoup pour les enfants, mais pour les adultes, il n'y a rien. En fait, c'est le RSA, c'est extrêmement dur. Quels seraient les 2 conseils que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? De passer par l'école. Parce que nous, on a aussi beaucoup d'éducateurs non diplômés, D'accord. mais je pense que l'école, elle est indispensable. Parce que c'est un métier que moi, je trouve passionnant, qui donne envie et tout. Mais je peux comprendre que ce soit un métier qui donne pas forcément envie aux gens. Parce qu'on amène de soi. En fait, dans ce Mhm. métier, on amène de sa personne. Et je trouve que l'école, en fait, ça nous permet vraiment de savoir si on est fait pour ce métier ou pas. Et que voilà, c'est pour ça que j'encourage à aller vers l'école, à aller vers la formation. Parce que du coup, là, la formation est là pour nous révéler, elle va nous bousculer. Déjà, on est obligé de faire des stages, on est obligé de travailler sur voilà, des projets. Et c'est important, je trouve, en tant qu'éducateur spécialisé. Nous, on a du mal à recruter, mais on a aussi recruté des personnes qui pensaient être faites pour ce métier et au final, en fait, que ça leur convenait pas du tout et qui faisaient plus de mal aux résidents qu'autre chose ou aux usagers. Et puis qui manquait aussi d'aide, d'accompagnement. Parce que des fois, ça peut être, même si on est fait pour être éducateur, se faire renvoyer de la violence, des insultes, des coups, si on n'y est pas Mhm. préparé, si on n'est pas formé, ça peut être très dur pour une personne. Donc vraiment, j'encourage à aller vers l'école et aussi parce que l'école, elle nous apprend des choses qu'on n'imaginerait pas apprendre. Des choses bêtes, hein, mais des choses que... Voilà, moi, j'ai toujours pensé que faut pas boire avant d'aller au lit quand t'es petit parce que tu vas faire pipi. Bah, c'est pas vrai.
Il y a beaucoup d'enfants qui font pipi au lit parce qu'ils ont soif. Et aussi, tu apprends aussi beaucoup de choses sur la psychologie parce on est avec des gens fragiles. Donc, vraiment, je les encourage à aller vers les écoles. Même si je sais que c'est compliqué d'aller vers une école parce que c'est des écoles payantes. Voilà, il y a ça aussi. Et en plus que trouver des stages, c'est très compliqué. Donc chez nous, on prend des stagiaires, hein, je précise. Voilà, dans l'inscription sur Cergy, n'hésitez pas, les enfants prennent des stagiaires. Mais je sais que c'est difficile, mais aller vers l'école. Aller vers l'école. Et si on est vraiment motivé et qu'on a envie de se lancer, franchement, pas abandonner. Parce que c'est difficile. Il y a plusieurs lieux qui peuvent être très compliqués parce qu'il peut y avoir de la violence, de la maltraitance même de l'institution. Et quand on est fait pour ça, quand on a envie, il faut pas lâcher. Parce que je me suis dit que si je m'étais arrêtée à beaucoup de choses qui s'étaient passées à la MDE, j'aurais pas eu le parcours que j'ai derrière. J'aurais pas appris autant de choses. Voilà, je me serais dit bon, c'est trop dur, j'arrête. Non, faut continuer et on peut être différents éducateurs. On peut être, voilà, ça peut pas être pour nous l'insertion et être pour nous la protection de l'enfance. Moi, le handicap, c'est un terrain où je me sens pas du tout à l'aise, où je me verrais pas éducateur dans le handicap, où je sais que mes expériences m'ont beaucoup freinée, mais en fait, l'éducatrice que je suis en protection d'enfance, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc vraiment de pas s'arrêter au premier obstacle. Comme voilà, quand on accompagne les gens, faut pas s'arrêter au premier obstacle non plus. Pour eux dans leur prise en charge, faut toujours aller de l'avant. Est-ce que par hasard, tu as envie de partager des infos de contact pour qu'on puisse t'écrire ou quelque chose comme ça? Pas de souci. Moi, je m'appelle Alison DSR sur Facebook. Donc ça, D'accord. y a pas de souci. Faut pas hésiter. Moi, je travaille pour la Fondation La Vie au Grand Air, qui est quand même une grande fondation, qui a plein de services différents, qui est très intéressante. Donc, faut pas hésiter. Voilà, si vous êtes intéressé, pour travailler en tant qu'éducateur ou si vous êtes éducateur et que vous cherchez du travail, on recrute. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter et il n'y aura aucun problème pour échanger. Eh ben écoute, Alison, un grand merci pour le Bah, temps merci à que toi. tu nous as accordé. Et puis Avec plaisir. bah écoute, le plaisir est évidemment partagé. Je te D'accord. Bah, souhaite bonne soirée. une excellente soirée et puis à bientôt. À bientôt et bah, à bientôt à tout le monde, hein. Au revoir. Salut!